by your courage and conviction. Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Au moment où une 5e vague épidémique arrive en Europe, faisant du vieux continent l'épicentre de la pandémie. L'Algérie doit-elle se préparer à une 4e vague et comment ? La Covid-19 continue de bouleverser nos vies et les restrictions font encore le retour à l'approche de l'hiver. L'heure n'est clairement plus à l'insouciance. Confinement, mesures préventives, vaccination, nouveaux variants, le monde face à la Covid-19, un éternel recommencement. Tout de suite, Décryptage. Bonsoir et bienvenue à tous à nouveau à la table de décryptage. Ce soir, professeur Kamel Sanhaji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bonsoir professeur. Bonsoir madame et bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Merci d'être avec nous à la table de décryptage également ce mardi. Reda Belkacemi, président de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Bonsoir et merci d'être avec nous également. Merci pour l'invitation et bienvenue à tous les spectateurs de Al24 News. Avec plaisir, avec nous également ce soir en direct de France, de Lyon, Dr Yahya Mekki, virologue au CHU de Lyon, expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir Dr Mekki. Bonsoir, je vous remercie de cette invitation. Je félicite mon cher ami Kamel Sanhaji. Je salue par la même occasion M. Belkacemi et tous les téléspectateurs et j'espère que nous allons apporter plus d'éclaircissements et surtout de précision par rapport à ce qui se passe concernant cette éventuelle 4e vague au Maghreb et 5e vague en Europe et aux États-Unis. C'est l'objectif, Dr Mekki. Également en direct d'Autriche, Khaled Boudhan, vous êtes chargé des affaires consulaires à l'ambassade d'Algérie en Autriche. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir madame et merci pour cette invitation. Je salue vos invités et tout le public qui suit cette émission. Avec plaisir. On va commencer avec vous, professeur Sanhaji. Alors que l'hiver n'est même pas encore installé, on parle déjà d'une 5e vague qui est bien installée en revanche en Europe, d'une éventuelle 4e vague, ça on en parlera un petit peu plus tard en Algérie. Pourquoi cette 5e vague est aussi fulgurante, professeur Sanhaji ? En effet, tous les indicateurs actuellement sont au rouge par rapport à cette pandémie et qu'on voit bien en Europe. Dans l'Europe est l'épicentre de cette nouvelle dite 5e vague et on voit bien que les contaminations repartent à la hausse. Tout à fait. Avec tout le lot des indicateurs tels que les hospitalisations et des états graves, réanimation. Des états plus ou moins graves. Là, j'apporterai juste une petite précision qui est une bonne nouvelle. Il y a une petite mauvaise, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'était l'effet attendu de la vaccination qui, après un certain temps, au bout de 6 à 8 mois, les publications récentes l'ont bien démontré que l'immunité s'amenuise. Donc, évidemment, si... C'est là qu'on va parler peut-être d'une éventualité d'une 3e dose. Une 3e dose, effectivement. Donc, il y a avec une possibilité de recontamination. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a carrément un décrochage entre les contaminations et les décès. Parce que d'habitude, fondamentalement, les décès suivent de façon proportionnelle les contaminations. Donc, mécaniquement, on a plus de décès quand on a plus de contamination. Mais grâce à la vaccination qui est arrivée, dans les pays, c'est ça, je fais allusion à ces publications qui l'ont bien démontré, et puis ça se voit dans la pratique, dans les hospitalisations en Europe. Donc on voit bien, dès que la vaccination est arrivée, c'est qu'il y a un point d'inflexion entre la courbe, au niveau de la courbe, indiquant les décès. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle continue à progresser, ascendante, elle décroche et puis elle baisse. Donc, l'essentiel, c'est ça. Et c'est ça qui peut être fait appeler, quand on revient vers l'Algérie,
c'est de se remettre À la vaccination massive. vaccination, parce que il faut chacun, enfin, on doit sauver sa tête, hein, parce que l'essentiel c'est de ne pas mourir, ne pas décéder. Ça c'est le plus important, quitte à ce que au pire on se réinfecte et qu'on fasse un Covid léger. Ça n'a pas une grande importance. Voilà, résume un petit peu la situation. Alors la zone Europe, c'est notre Zoom donc ce soir. La zone Europe, Dr Mekki a enregistré donc jeudi dernier un record de cas, plus de 310 000 nouvelles contaminations au Covid-19. C'est un niveau jamais observé depuis la généralisation des tests. C'est inquiétant, Dr Mekki? C'est inquiétant dans un premier temps, oui. Mais en même temps, l'Europe, elle a bien vacciné. Mais il y a l'Europe, elle se partage en deux par rapport au taux de vaccination. Il y a l'Europe occidentale où elle a bien vacciné, supérieur à 70%, la France, l'Espagne, le Portugal, le meilleur pays de vaccination. Par contre, l'Europe de l'Est, tout ce qui est la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine, et en arrivant à la Russie, la grande Russie, qui a vacciné moins de 30% de la population alors qu'elle a produit 3 vaccins, dont le Spoutnik que les Algériens ont bénéficié. Donc oui, ça fait peur. Comme vient de le préciser mon cher ami M. Senhaji, oui, l'Europe, c'est l'épicentre de cette 5e vague. Seulement, on a en même temps peur, d'où l'Autriche, et certainement Monsieur le consul va le préciser, c'est que le confinement total, parce qu'ils n'ont pas assez vacciné, comme aussi en Allemagne, parce qu'ils pensaient qu'il va y avoir une immunité du groupe et en même temps, le virus va s'éteindre. Et finalement, non. Les pays ont très bien vacciné. Je continue un peu dans l'explication de ce qu'il vient de dire mon ami Sikamel, c'est que l'Europe, oui, il y a une augmentation faramineuse. En une semaine, on a doublé, triplé les chiffres. Par contre, le rôle de la vaccination, et justement, comment ça se fait maintenant? Les hôpitaux, ils ne sont pas débordés. Le nombre des lits de réa, ils ne sont pas saturés parce qu'on a vacciné. Et donc, je prends l'exemple de pays où je vis, où je travaille. C'est que la France, 66 millions d'habitants, on a bien vacciné 52 millions. Eh bien, il reste à peu près les 16 millions. Donc, le virus, il est là. C'est la période de fin de l'automne-hiver. C'est de la souche Delta qui domine dans le monde entier. Ça n'a pas d'autre. Et donc, cette souche, elle est 50 fois plus réplicative et 70 fois plus contaminante, transmissible. Donc, ça fait flamber les nombres. Le test de dépistage, comme vous l'avez précisé, sont partout, dans les aéroports, dans les laboratoires privés et partout dans les hôpitaux. Donc, c'est vrai, on dépiste plus, mais ça fait peur. Donc, la France, elle est revenue à obliger le masque au niveau des écoles. Et peut-être si demain, ça flambe énormément dans une région, on va peut-être confiner que la ville ou le département ou la région et pas toute la France. Docteur Mekki, donc la France, là où vous vous trouvez actuellement, donc l'épidémie gagne du terrain en France. Je sais que le Conseil scientifique préconise donc une éventuelle et la généralisation d'une 3e dose, docteur Mekki. Oui, en France, on est d'accord tous pour la 3e dose, surtout pour les personnes âgées et pour les malades chroniques, tout ce qui est les cancéreux, les immunodéprimés, et tous les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète et ainsi de suite, les maladies cardiaques. Par contre, ce qu'il faut, c'est surtout comment convaincre les 16 millions, les 30% de la population qui ne s'est fait pas vacciner. Et nous, on le sait que quand on vaccine que 70%, le virus, il est encore circulant, et il peut faire encore des contaminations avec une vraie atteinte et une augmentation du nombre de malades et de morts. Et donc, il faut convaincre les personnes à avoir première dose, 2e dose, les 13 ou 14 millions qui restent, et puis passer la 3e dose. Pourquoi pas? Parce qu'on a assez de doses en France, et en Europe, dans les pays riches. Mais comme je suis d'origine des pays d'Afrique, je suis donc un concitoyen algérien, donc je préfère qu'on partage cette 3e dose avec les pays pauvres qui n'en ont pas. Parce que pour le moment, l'Afrique, elle est toujours épargnée, y compris le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, Tunisie et la Libye, et on est épargné. Le total des morts du Covid-19 depuis janvier 2020 à ce jour, il est moins de 200 000, c'est presque le taux des morts en Angleterre. Et donc, elle est épargnée. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Parce que pourquoi ce décalage? Pourquoi en Afrique,
On est au Moyen-Orient, on parle de 4e vague, pourquoi en Europe on parle de 5e? Parce que c'est une question de saison. Le changement de temps, le froid, fait flamber la réplication du virus, la transmission. Et donc, souvent, si on analyse statistiquement comment l'épidémie en Algérie, juste l'Algérie et la France, c'est toujours décalé d'1 mois à 2 mois entre les deux pays, vu le temps. Donc là, il fait encore doux en Algérie, 15 degrés jusqu'à 20 degrés la journée, mais dans 15 jours ou 3 semaines ou au mois de janvier, eh ben, là, Docteur Meki, professeur Sanhaji qui veut interagir face à vos propos. Donc, professeur Sanhaji, à vous la parole. Merci beaucoup, madame. Donc, au passage, je tiens à rendre les salutations fraternelles à mon ami Meki Yahya, qui exerce dans le même hôpital dans lequel j'avais fait toute ma carrière à Lyon. Donc, cela dit, la troisième vague, ce qu'on appelle la troisième vague, maintenant on s'achemine plutôt pour dire c'est normal parce qu'on en a fait 2 et puis on parle la troisième dose de vaccin, pas la troisième vague. Oui, pardon, troisième dose, j'ai fait un lapsus, pardon. Mais c'est en fait, il faudrait peut-être plus parler maintenant, on va plus parler plus tard, et ça va être comme ça, d'une dose de rappel. Parce que ce n'est qu'avec la vaccination qu'on a pu déterminer, donc vous savez bien que les phases ont été raccourcies, etc., qu'on a obtenu ce vaccin en 1 année au lieu de passer plusieurs années. Donc, c'est avec l'observation. Une dose de rappel, vous voulez dire, comme pour le vaccin antigrippal, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, ça va le devenir peut-être plus tard. Ça va donner une endémie. Donc, on va passer donc à. Il faudrait cohabiter avec cette pandémie, finalement. Mais c'était juste pour la définition de la troisième vague, qui est plutôt une dose de rappel. D'ailleurs, on a remarqué, dès qu'on reçoit cette troisième dose, c'est en 48 heures, on a une montée d'anticorps extraordinaire et qui. Peut-être aussi qu'elle ne va pas décliner. Et ça, c'est l'expérience qui va le démontrer. Peut-être qu'elle sera définitive. Et les vaccins à 3 doses, il y en a. Hein. L'hépatite, on en vaccine en faisant 3 doses. 2 doses de vaccination et une de rappel. Et puis, il y a aussi d'autres vaccins qu'on inocule selon ce schéma. L'immunité collective. Oui. Je voulais revenir sur ce point. Je dirais, dans la théorie, elle existe, mais dans la pratique, c'est encore une illusion par rapport au Covid. Parce que, en tant qu'il y a encore des groupes de personnes à travers toute la planète qui ne sont pas vaccinés, on n'a pas d'immunité collective parce que le monde est ouvert. Le virus circule bien, et on ne peut pas l'en empêcher. Oui. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est que la vague, elle va arriver. En Algérie, on appelle 4e vague. Ailleurs, peut-être 5e vague. Mais c'est que cette vague, elle va arriver. Et en donnant juste une petite précision, c'est que la 5e vague, la 4e vague est l'équivalent, ce qu'on a en face, la 5e, parce que effectivement il y a ce décalage d'à peu près 6 semaines entre ce qui se passe en Europe. Oui. Et ça arrive dans nos régions, au Maghreb, mais ce décalage va se reproduire tout le temps. On parlera toujours d'une vague en Europe, N, en Algérie ou au Maghreb, c'est N-1. Parce que, en fait, en Algérie, c'est que la première et la deuxième vague ont été confondues. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait la première vague en Europe, en Algérie, il n'y avait pratiquement rien du tout. Quelques balbutiements. Ensuite, il y a eu une deuxième, il y a une vague. Il y a fait flamber la deuxième vague, enfin, en Europe, et qui a foudroyé donc nos régions, en particulier en Algérie, qu'on a appelé première vague. Donc c'est ça qui va faire ce décalage qui va se perpétuer tout le temps. On va rester en Europe, on va se connecter avec Khaled Boudhan. Rebonsoir Monsieur Boudhan. On va parler donc d'Autriche. Les Autrichiens qui, malgré une grogne exprimée dans les rues, ils sont en tout cas confinés jusqu'au 13 décembre, Monsieur Boudhan. Absolument, absolument. Donc, madame, la situation sanitaire actuellement en Autriche se résume comme suit.
Donc, premièrement, le gouvernement autrichien a décidé d'instaurer un confinement général de 20 jours à partir du 20 novembre au 12 décembre inclus. Donc, cette décision fait suite au record de cas de contamination au Covid-19 et d'hospitalisation enregistrés ces derniers jours. Donc, le chiffre atteint 15 000 cas de contamination avec 40 à 50 décès par jour pour une population de 9 millions. Aujourd'hui, par exemple, il a été annoncé 72 décès. Deuxièmement, ce confinement concerne aussi bien les personnes vaccinées que celles non vaccinées. Pour rappel, les non vaccinés sont déjà mis en confinement en Autriche depuis le 15 novembre. Troisièmement, les mesures instaurées suite à ce confinement s'articulent autour des restrictions de sortie, sauf pour des raisons urgentes. Il s'agit, contrairement de fermeture des magasins, des établissements de prestation de services non essentiels, à l'exception des commerces d'alimentation, des pharmacies, des stations d'essence nécessaires. Voilà. Aussi, le télétravail est fortement recommandé ici par le gouvernement. Concernant les établissements scolaires, ils demeurent ouverts à l'enseignement en présentiel au choix des parents, mais l'enseignement à distance est fortement conseillé ici. Quatrièmement, le plus important, c'est que le chancelier autrichien a déclaré que le gouvernement autrichien compte à instaurer une vaccination obligatoire en Autriche à partir du 1er février 2022. Et pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, Monsieur Boudhan, l'Autriche peine quand même à sensibiliser la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Absolument. Mais actuellement, le taux de vaccination est autour de 65%. D'accord. Donc voilà la situation sanitaire en Autriche d'une manière générale. Et pour ce qui est de nos ressortissants donc en Autriche, comment se passe la situation sanitaire pour eux? Concernant notre communauté nationale ici établie en Autriche, donc comme nous l'avons fait durant les précédents confinements, l'ambassade a commencé à contacter la communauté nationale par téléphone, par des emails, par des annonces sur les pages Facebook, les pages de l'ambassade, pour s'inquiéter de leur situation et de leur rappeler les numéros de l'ambassade et surtout le numéro vert mis à leur disposition pour appeler à l'ambassade. Voilà. Vous diriez, pour résumer, que la situation est sous contrôle en Autriche? Oui, absolument. Pour l'instant, elle est sous contrôle. Très bien. Merci beaucoup, Khaled Boudhan. Je rappelle que vous êtes chargé des affaires consulaires à l'ambassade d'Algérie en Autriche. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ces précisions. Merci à tous vos invités. Merci à vous. Alors, on va passer au cas Algérie, donc de l'Europe à l'Algérie, avec vous, Monsieur Belkacemi. Donc, depuis quelques semaines, le danger d'une 4e vague nous guette. Donc, les mises en garde des spécialistes et les responsables se multiplient sur cette crise sanitaire. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes mieux préparés à cette 4e vague? Oui. Avant de commencer à répondre sur cette question, j'aimerais saluer et féliciter le journaliste qui a choisi le titre Monde versus Covid-19, un cauchemar sans fin. Vraiment, c'est un titre vraiment assez touchant quand même, parce que si on continue comme ça va être un cauchemar sans fin, puisqu'on a évoqué le sujet de la vaccination. Il faut se faire vacciner, le vaccin il est disponible, et on a commencé à produire, et je vais commencer par le vaccin par rapport aux préparations justement. Oui. Le vaccin il est disponible, on en a commencé à produire aussi en Algérie cette fin de mois de septembre. Ah oui. Le groupe Saïdal avec le groupe chinois Sinovac. On rappelle que c'est une décision de Monsieur le Président de la République, donc qui est venue assez tôt quand même, et il y avait une sagesse dans la décision de nationalisation de la production de ce vaccin. Je tiens à souligner ça. Donc c'est depuis la fin janvier et début février, il a ordonné au ministère de l'Industrie pharmaceutique qui a pris en charge cette décision. Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique qui a installé un comité vaccin qui a travaillé pour concrétiser cette décision de produire le vaccin. Le vaccin, il est là. Un comité qui regroupe plusieurs acteurs. Oui, c'est Sinovac, chinois, groupe Saïdal avec le partenaire chinois. Donc, ce comité vaccin, il comprend les différents acteurs, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'Institut Pasteur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, professeur Senhaji, il est là. Donc, ils ont travaillé activement pour que ce vaccin soit produit en Algérie. Et c'est justement, c'était une des mesures en préparation de cette
de cette vague. C'est très, très important. Mm-hmm. Nous rappelons aussi que le groupe Saïdal a de grandes capacités par rapport à la production de ce vaccin. Ces capacités tournent autour de 320 000 doses jour. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 20 millions de doses et on travaille avec un chiffre de 16 heures, c'est-à-dire 2 fois 8. Oui. Donc, ça, c'est une mesure très, très importante. On tient à le rappeler. On tient à rappeler nos concitoyens à se faire vacciner parce que c'est le moyen, justement, pour éviter que d'autres vagues soient très, très, très méchantes. Le seul jusqu'à présent. Donc la publication scientifique l'a démontré. Et aussi, des publications scientifiques, professeur Snaji aussi, il est là, que ce vaccin chinois, il est efficace, justement, pour prévenir les cas graves. Parce que justement, le danger de cette Covid, c'est les cas graves. Ça peut passer inaperçu, ça peut passer léger si on se fait vacciner. Ça peut passer comme une simple grippe passagère. Je schématise un peu et je parle sous contrôle des scientifiques. Donc, il faut se faire vacciner. On va parler encore de ce vaccin, vous avez parlé de Sinovac. Voilà. L'Algérie devait également produire le vaccin russe, donc Sputnik. Pourquoi ce retard, finalement? En fait, ce n'est pas un retard. En fait, c'est un choix stratégique qui a été fait par le comité vaccin. On a vu que le vaccin Sputnik, maintenant, même les Russes, ils sont en train de revoir, justement, on va voir le mode d'administration de ce vaccin. Ils sont en train de réfléchir de passer à un mode de 2 doses vers un mode de Sputnik Light à 1 dose. Aussi, par rapport au délai pour concrétiser ce projet, donc il a été orienté essentiellement vers le vaccin chinois parce qu'il est plus facile, par prudence aussi, il est plus facile à produire donc, dans les délais les plus brefs. Et aussi, je le rappelle, c'est un vaccin efficace, le vaccin chinois, pour prévenir les cas graves. Donc ce sont un ensemble de facteurs qui ont poussé le comité vaccin et qui ont poussé tous les acteurs qui ont contribué à la production de ce vaccin de choisir en primo la production du vaccin chinois. Les travaux sur le vaccin russe continuent. Donc, continue. Après, le comité est là, il est en train de travailler, on va statuer sur ça. L'essentiel que le vaccin, il est là. Le vaccin, il est là, il est disponible à l'Institut Pasteur. Oui. Il est entré en production par le groupe Saïdal. Et voilà, si vous voulez, on continue sur les traitements. On va parler justement d'un produit qui se faisait rare lors de la 3e vague en Algérie. On va parler de l'oxygène médical. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes préparés à l'éventualité d'un manque d'oxygène? Oui. Alors, pour l'oxygène, on tient aussi à rappeler que les capacités de production d'oxygène entre les producteurs locaux sont passées de 120 000 litres jour, donc en 2020, à plus de 400 000 litres jour, donc en 2021. Ça aussi, c'était une mesure. Donc, d'autres producteurs vont rentrer en production. Par exemple, l'opérateur Ryanox, donc il va rentrer en production avec une capacité de 100 000 jours, donc on va passer à 500 000 jours. On attend aussi l'introduction d'autres opérateurs, donc qui vont nous faire augmenter cette capacité de production en début des années 2022 à 800 000 litres jour. Donc, vous voyez un peu que la capacité, c'est du 4 fois. En plus, on prévoit que ce soit du 8 fois. Il y a aussi une contribution étroite entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère de l'Industrie. Ça s'est concrétisé par la visite de M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique et M. le ministre de l'Industrie ce 18 novembre passé à un groupe PetroAir qui va rentrer en production début année 2022, qui a aussi une capacité de production de 120 000 litres jour. Tout ça, c'est un ensemble un peu de mesures qui ont été prises aussi pour atténuer justement l'éventualité d'une vague qui soit un peu plus maigre. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport justement à ces virus? Ils reviennent un peu sous une forme un peu plus méchante. On était dans 2 variants qui pouvaient contaminer jusqu'à 4 personnes. On va parler des variants dans un instant. Un nouveau variant qui contamine jusqu'à 8 personnes. On ne sait pas les nouveaux variants combien ils peuvent contaminer. Donc on rappelle que on fait tout le nécessaire pour que nos moyens en oxygène, pour que nos productions soient là. Et vous remarquez, madame, les chiffres, c'est-à-dire on est en train de multiplier, mais le seul moyen, c'est la vaccination. On en tient toujours à signaler. Docteur Mekki, si vous êtes toujours avec nous, on va parler un petit peu de France et d'Algérie sur cette crise sanitaire finalement. Quels seraient donc les conseils d'un expert établi donc à Lyon pour éventuellement prévenir cette 4e vague en Algérie? Je pense que M. Belkacemi et M. Snaji ont tout dit pratiquement. Seulement, moi, ce que je peux apporter, c'est que s'il y a moins de morts et moins d'atteintes et moins de patients dans les hôpitaux en France maintenant et en Europe avec cette 5e vague,
parce que la majorité de ces pays ont vacciné au moins 60%. Et donc, la protection et le rôle du vaccin, c'est pour corriger les erreurs et les fake news des réseaux sociaux où ils disaient, ben voilà, ils sont vaccinés, maintenant ça flambe. Oui, parce que le virus, quand il circule de nouveau, pourquoi? On prend l'exemple de la grippe que tout le monde connaît. Pourquoi chaque automne-hiver, on a la grippe dans tous les pays? Et pourquoi on vaccine une grande partie des personnes âgées, des malades chroniques? Parce que la grippe, d'une année à une autre, elle peut devenir très virulente, comme elle peut devenir moins virulente, ou beaucoup de malades grippés ou infectés, ou d'autres moins. Là, on est en face d'un nouveau virus. En plus d'un nouveau variant, le Delta, comme on l'a expliqué au début, le taux de transmissibilité très fort et le taux de réplication du virus encore très fort, et il atteint et les jeunes et les personnes âgées. Et donc, l'Algérie, c'est un grand pays de 44 millions d'habitants, pratiquement 65 à 70% c'est des jeunes. Ce variant, il touche maintenant les jeunes, il donne des myocardites sévères avec un taux de mortalité élevé chez les jeunes. Et donc, le seul moyen pour se protéger et pour lutter et limiter ces variants, c'est de vacciner notre cher peuple et nos concitoyens et concitoyennes. Et pourquoi on insiste sur la vaccination? Parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour lutter ou bloquer ce virus. Bien sûr, on a le masque. Combien de personnes utilisent le masque en Algérie? On a la distanciation. Qui respecte la distanciation? Non. Et puis, si on veut réellement protéger, c'est obliger la vaccination au niveau du corps médical, tout le corps médical, les médecins, les paramédicaux, les sages-femmes surtout, tout le monde en pédiatrie, parce que les virus circulent beaucoup en pédiatrie chez les enfants, les crèches, les écoles primaires, et donc c'est le seul moyen. Si on veut éviter, moi je vous félicite, et je félicite l'État algérien, d'avoir tout de suite agi et réagi, et vous voyez les quantités en litres ou en mètres cubes d'oxygène qu'on peut avoir et qu'on va avoir l'Algérie. Donc on ne va pas avoir la même crise, mais certainement il va y avoir certains hôpitaux qui seront en manque, certains EPH, certains EH qui seront en manque, et donc il y a aussi le rôle des associations dans la distribution des concentrateurs d'oxygène pour venir en aide des petits hôpitaux des régions, la Kabylie, le Haut Plateau, le Sud. Et donc, moi, je pense que avec la vaccination, et en essayant de vacciner le maximum, tout le corps enseignant, moi, ce que je peux dire à tous nos téléspectateurs, il n'y a pas un qui est mort du vaccin, directement du vaccin. Le vaccin a tué. Non. On a vacciné quelqu'un, au bout de 24 heures, 48 heures, il est mort parce qu'il avait un problème cardiaque, parce qu'il avait un problème cérébral, parce qu'il avait un problème hépatique, il avait un cancer. Donc, la majorité, il n'y a pas, nous, en France, il n'y a pas un rapport qui montre, et moi, je suis tous les rapports de la pharmacovigilance où ils mettent que, oui, le vaccin a tué quelqu'un. Donc, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a peur? Par contre, ce qu'on peut dire, Allah yarhamha, le professeur d'hématologie du CHU de Betna, Madame Moralent, qui est morte du Covid. Moi, mon ami, Dr Kopsi Bentaleb, est mort du Covid. Donc, on a beaucoup de médecins, beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'infirmières. Et donc, moi, je pense qu'on doit axer sur la vaccination. Et pourquoi pas? Oui, totalement vrai. Oui, je voulais juste, le message est très bien passé. Je voulais en fait rassurer par rapport à la vaccination, par rapport au vaccin. On voit bien qu'on a toute maintenant une panoplie de vaccins, différentes variétés de vaccins, différentes technologies de vaccins. Et pour tout dire en un seul mot et d'un coup, c'est qu'ils sont tous équivalents. Donc, on peut se faire injecter n'importe quel vaccin, les anticorps seront toujours les mêmes, la nature des défenses immunitaires est toujours la même. Donc là, il n'y a aucun doute. Peut-être que aussi, ce n'est pas peut-être l'idéal, le vaccin idéal. Mon ami Belkacemi vient l'a un peu subodorer par rapport au virus, et que même si on se fait vacciner, que la vaccination n'empêche pas d'être recontaminé, de contracter le virus. Voilà, de contracter le virus. L'essentiel, c'est dans l'évitement du décès. C'est que ces vaccins. Des cas graves. Voilà, des cas graves. Et puis, entre-temps, voilà l'information peut-être qui me semble importante, c'est qu'avec le temps, les recherches sont en cours
pour préparer encore d'autres vaccins qui permettent déjà de traiter de contrer la pathologie pour ne pas faire un Covid grave, mais de se substituer à ce défaut de ce vaccin, si je peux appeler ça défaut, c'est que on peut se recontaminer parce que les vaccins actuellement mis au point sont utilisés sous une forme injectable, c'est-à-dire injectés directement dans le sang, et la réponse immunitaire est plutôt systémique à l'intérieur de l'organisme. Oui. Et elle protège les différents appareils physiologiques, etc. C'est pour ça qu'on ne fait pas de maladies graves, de Covid grave. Et ça va s'acheminer vers une vaccination par la voie des muqueuses, par la voie nasale. C'est-à-dire, en fait, ce serait l'idéal de mimer ce qui se passe dans l'infection par Covid, la contamination naturelle. C'est qu'on le prend par les voies, par les voies respiratoires, les voies aériennes supérieures. C'est que on puisse, avec cette vaccination qui va être introduite par la voie nasale, c'est que comme si le virus est rentré par la voie nasale. Donc, pourquoi ce système, il permet de stimuler le système immunitaire local, dans la sphère, ce qu'on appelle la sphère oropharyngée, par rapport aux végétations, aux amygdales, etc., qui sont aussi un système immunitaire local et qui permettent des défenses locales et qui par voie de conséquence, quand le virus va arriver vers vous, vous allez l'exterminer immédiatement à la barrière supérieure et par voie de conséquence, on n'est pas virosé, c'est-à-dire on n'a pas de charge virale, on ne devient pas contaminant par la suite. Oui. Très intéressant. Donc, Dr Miki, pour conclure avec vous, je vais vous donner la parole dans un instant. Dr Miki, pour conclure avec vous, donc, est-ce que cette 5e vague en Europe est due aux non-vaccinés finalement? Elle est due d'un côté au climat. La souche Delta, elle est là, donc elle a trouvé le terrain le plus propice, donc elle se réplique énormément. Aux non-vaccinés, et on a quelques cas vaccinés, et nous, on a tout un protocole en France pour suivre les vaccinés 2 doses, pourquoi ils sont infectés, mais pourquoi ils ne vont pas en hospitalisation, ni en soins intensifs, ni en réanimation. Et donc, oui, c'est les non-vaccinés qui jouent le rôle maintenant. 90% des nouveaux cas, c'est des personnes qui n'ont pas été vaccinées. D'où, maintenant, l'Europe, les États-Unis, ils pensent, ça y est, les États-Unis, ils ont le FDA, ils ont autorisé à vacciner les enfants. Donc, vous voyez, nous, on a peur que le vaccin nous fait mal en tant qu'adultes, en tant que médecins des hôpitaux, alors qu'aux États-Unis, ça y est, ils ont autorisé. Et en Europe, ils sont en train d'étudier pour vacciner les enfants de 5 ans à 18 ans, pour protéger tout le monde et lutter contre cette pandémie, pour éliminer le virus. Inch'Allah, l'année 2022, ça sera aussi une année de vaccination, en même temps circulation du virus, mais certainement la science et l'homme vaincra ce virus invisible à l'œil nu et nous irons mieux fin 2022, Inch'Allah. On espère que ce soit aussi la fin de cette pandémie, surtout, Dr Miki. Merci Beaucoup, Dr Yahya Miki, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc virologue au CHU de Lyon et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va se connecter tout de suite avec Dr Hakim Jaballah, virologue américain d'origine algérienne. Vous êtes également ancien directeur de l'Institut Pasteur en Corée du Sud. Bonsoir, Dr Jaballah. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, quelle est la situation épidémiologique aux États-Unis, Dr Jaballah? En ce moment, en général, la situation aux États-Unis, ça se calme un tout petit peu. Donc, du point de vue d'hospitalisation des gens avec la maladie Covid-19, il y a une stabilité à travers le continent nord-américain, notamment les États-Unis, à peu près au Canada. Du point de vue d'enregistrement de nouveaux cas, n'a pas eu beaucoup de changements. Et ça, c'est dû à la première, notamment, c'est le vaccin actuel qu'on utilise n'a aucune protection causale. Il n'y aura pas de différence entre quelqu'un qui est vacciné et non vacciné pour rattraper le virus. La deuxième raison, c'est
le changement politique qu'on vous connaissez aux États-Unis vis-à-vis des États qui sont Justement, est-ce contrôlés. que vous sentez un changement dans les mesures restrictives peut-être entre Donald Trump et Joe Biden? On sent ça, mais il y a toujours un mouvement de résistance beaucoup plus dans les États qui sont contrôlés par des gouverneurs républicains. Donc là, il y a toujours des problèmes avec tout ce qui est barrières sanitaires et même vaccination. Donc, comme vous savez, le mandat de vaccination qu'a proposé le président Biden a été stoppé par la justice américaine. Donc, pour une raison que c'est vraiment très difficile d'imposer un vaccin sur une personne aux États-Unis. Et ça devient un peu problématique parce que, si vous voulez, on a 3 noyaux dans une cellule. On a le noyau des gens qui sont anti-vaccins par définition et on a un respect pour leurs idées. Il y a l'autre noyau des gens qui sont vraiment, comment dirais-je, qui font partie d'une théorie de complot de tous ces fake news, tout ce qui est soit sur le virus, soit sur le vaccin, soit sur les activités des autorités. Et on a le troisième, c'est les gens qui ont fait la première dose et maintenant ils se sont dit que ce n'est pas nécessaire de faire la deuxième dose parce qu'il n'y a plus de virus. Et Professeur, la dernière information en date que j'ai au niveau des États-Unis est que les autorités américaines conseillent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Europe, particulièrement en Allemagne ou au Danemark. Oui, c'est des vigilances qui changent chaque jour par le CDC. Il y a quelques mois, l'Algérie était sur la liste rouge des pays à ne pas visiter à cause de la pandémie. Maintenant, l'Algérie n'est plus sur cette liste. Et donc, ça change chaque jour, bien qu'il y a eu des agréments entre la communauté européenne et les États-Unis pour les échanges des passagers touristiques avec un passeport sanitaire, donc le vaccin, et avec un test PCR négatif de moins de 72 heures. Docteur Jaballah, donc les nouveaux variants du Covid-19, connaissons-nous le potentiel évolutif de ce virus? Moi, je suis un peu satisfait de l'évolution du virus jusqu'à présent. Je pense que le monde entier, avec quelques exceptions de quelques petits pays, on voit que Delta domine. Et au sein de la variante Delta, si vous voulez, il y a 3 sous-souches de Delta qui se propagent avec une certaine variabilité entre les différents continents, notamment l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, avec l'Amérique latine. Moi, je pense qu'on est vers une stabilité dans peut-être 6 mois d'avoir une souche stable qui va être la souche Delta avec des sous-souches. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va stabiliser un tout petit peu l'évolution de ce virus qui va nous donner une opportunité de bien valoriser une fois de plus les vaccins qu'on a actuels parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les vaccins, comme vous savez. Et aussi, on n'oublie pas que maintenant, on voit l'introduction de nouveaux médicaments antiviraux contre ce virus. Donc, il y a le médicament de la compagnie Merck qui a été approuvé par l'Angleterre et de l'Agence européenne des médicaments. Ils ont fait la même procédure aux États-Unis, donc on attend le FDA. Il y a d'autres médicaments de la part de la compagnie Pfizer. Donc on est en bonne voie du point de vue antiviral. C'est ce que je préfère pour une pandémie à cette échelle. Une dernière question, professeur, si vous le permettez, par rapport aux vaccins Johnson & Johnson ou les vaccins Pfizer, Moderna aux États-Unis qui ont présenté certains effets secondaires. Est-ce qu'il y a de nouvelles études concernant ces vaccins-là américains? Pour dire, donc, j'ai entendu un tout petit peu vos invités là parler des effets secondaires des vaccins qui n'ont pas vu des morts qui ont été tués par les vaccins. Ça, c'est pas vrai parce qu'il y a eu des cas et c'est des cas qui ont des liaisons génétiques au sein de la personne qui a reçu les vaccins. Donc, pour moi, les vaccins de Johnson & Johnson, les vaccins d'AstraZeneca
et de Sputnik, le vaccin russe, sont à base d'un virus. Et ça cause un énormément de problèmes chez beaucoup de gens, notamment il y a une différence pour les femmes que pour les hommes, et on a vu beaucoup d'effets secondaires. Et donc ici aux États-Unis, il y a une tendance de ne pas beaucoup utiliser le vaccin de Johnson & Johnson. On n'a pas approuvé le vaccin AstraZeneca, donc il n'est pas disponible aux États-Unis. Du point de vue des vaccins de Pfizer, Moderna, c'est des vaccins à base de messagers ARN. On n'a pas, à part les problèmes qui étaient liés directement à une allergie chez la personne qui a reçu les vaccins, on a eu beaucoup d'inflammation au niveau du cœur, ce qui est normal, et aussi pour d'autres personnes qui ont eu durant leur vie soit une méningite, soit un problème au niveau cérébral grave. On a vu des gens qui se sont présentés avec des inflammations au niveau du cerveau. Ce qu'on a constaté récemment avec l'introduction de ces vaccins chez les enfants, notamment maintenant aux États-Unis, ils sont approuvés de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est qu'on voit beaucoup d'effets secondaires chez les jeunes. Et ces effets secondaires, c'est beaucoup plus lié à des inflammations au niveau du cœur. Et on n'a pas encore vu de cas qui sont très graves. On a vu qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été hospitalisés. Et ça, c'est une raison pour les parents de se demander si c'est nécessaire de vacciner leurs enfants avec ces vaccins ou non. Très bien. Merci beaucoup, Hakim Jaballah. Je rappelle que vous êtes virologue américain d'origine algérienne et ancien directeur de l'Institut Pasteur en Corée du Sud. Merci beaucoup pour tous ces détails. On va parler donc du vaccin. Maintenant, on passe au traitement anti-Covid avec vous, Monsieur Belkacemi. Il y avait une pénurie, on se rappelle, lors de la 3e vague de certains compléments alimentaires qui étaient essentiels au traitement anti-Covid, comme le zinc, la vitamine C. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes prêts à affronter cette 4e vague avec tous les moyens nécessaires? Oui, Anna, j'aimerais bien me concentrer sur les compléments alimentaires. Ce n'est pas vraiment l'urgence par rapport à ça. Surtout, on parle des médicaments qui sont inclus dans le protocole sanitaire et en primo, c'est les anticoagulants, donc les enoxaparines et les tenzaparines. Nous avons aussi les antalgiques et les antibiotiques, comme vous l'avez signalé, madame. Juste, je termine sur la vaccination. Juste pour simplifier aussi aux auditeurs et aux spectateurs de Al24 News, mieux on a une vaccination, moins on a de cas graves, moins on a de nécessité à l'oxygène. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça pour que tous les gens comprennent où se situe un peu la problématique et la prévention. Je reviens au traitement, comme vous le signalez. Oui, effectivement, il y avait des perturbations qui étaient dues à la fois à une hausse de la demande terrible sur ces médicaments, c'est expliqué par les chiffres. Les gens se ruaient, parfois ils n'étaient même pas malades et ils allaient acheter... ils allaient en pharmacie. Voilà, c'est ce que j'allais dire, madame. Oui, effectivement. Et c'est la deuxième cause qui a engendré justement cette... C'était une crainte d'une pénurie. Oui, c'était une crainte d'une pénurie qui a créé une panique. Donc, les gens achetaient les médicaments et stockaient à la maison. Donc, et ça, c'est pas bien. Donc, dans ce sens, le gouvernement a appelé... les gens à respecter la prescription du médecin parce que c'est des médicaments qui nécessitent une prescription médicale. Donc on ne peut pas prendre comme ça, c'est très important. De manière aléatoire. Donc c'est des médicaments dangereux, quelque part, par rapport à même l'oxygène est dangereux à la manipulation. Donc voilà, par rapport justement à ces anticoagulants, nous comptons, Inch'Allah, dans le mois prochain, avoir 2 millions de boîtes des enoxaparines, donc pas la peine, Inch'Allah, pour la panique. On espère que cette vague n'arrive pas si on se fait bien vacciner, donc j'insiste à le dire. Et ici, l'aqdar Allah, on dit, elle est là. Donc par rapport aux héparines, voilà, donc nous aurons cette quantité, nous aurons une augmentation aussi de la production des antalgiques. Nous avons de la matière première et nous avons des quantités de produits finis aux antibiotiques, Inch'Allah, qui vont nous permettre justement de parier à une éventuelle hausse de chiffres. Donc la préparation, elle est là. Aussi, monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, lors de sa visite, donc j'ai signalé tout à l'heure,
le 18 novembre à un producteur local. Il avait aussi inauguré une deuxième ligne chez un producteur local qui a une capacité de produire 25 millions d'injections, c'est-à-dire l'équivalent de 12 millions d'unités de vente, en plus des 12 millions qui étaient là déjà. Nous rappelons aussi que ce producteur local a répondu aux besoins des hôpitaux à travers la pharmacie centrale des hôpitaux. Les besoins des hôpitaux donc, ils étaient satisfaits, même durant la troisième vague. Les hôpitaux n'ont pas peiné à trouver les héparines. Un peu la panique, elle a eu lieu surtout dans le marché-ville. Dans le marché-ville qu'il a eu plus de panique, mais les hôpitaux, on avait ces traitements. On tient à le souligner aussi. Toujours, on revient sur ça. Donc, il faut se faire vacciner. Il faut tous les moyens pour prévenir justement ces vagues. Inch'Allah, on sera mieux préparé. Inch'Allah, on n'aura pas cette vague. Voilà. Il faut qu'on se fait vacciner. Et s'il le faut, Inch'Allah, on sera mieux préparé. Eh ben, nous l'espérons. On va aller du côté donc, de nos voisins et voir ce qui se passe un petit peu en Tunisie. Avec nous, donc, en direct de Tunisie, le docteur Souheil Alouini. Bonsoir, vous êtes conseiller auprès de l'OMS de la Méditerranée orientale. Que se passe-t-il? Quelle est la situation sanitaire dans cette région-là? Oui, bonjour, je suis expert, pas conseiller. Juste pour préciser, en fait, d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité. Et avant de parler, j'aimerais bien quand même relativiser un petit peu ce que j'ai entendu de mon confrère des États-Unis. Donc, quand il a parlé des effets secondaires, il faudrait relativiser un petit peu parce qu'en fait, on est à près de 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées et les chiffres ne montrent pas d'effets secondaires comme il en a parlé. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vaccin mieux qu'un autre, particulièrement quand on a parlé du Sputnik ou de l'AstraZeneca ou autre. En Tunisie, on employait le Sputnik pour le personnel médical et paramédical, et nous n'avons aucun problème. D'ailleurs, les chiffres sont là. On a plus de 60 000 personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin-là, et nous n'avons pas de problème particulier avec le vaccin. Donc, je préfère quand même relativiser, surtout pour vos auditeurs. Le vaccin n'est pas si dangereux que on le lit sur les pages de Facebook et autres. Donc, franchement, je pense qu'il y a été un peu trop loin. Ce sont des cas isolés, finalement. Très isolé, très isolé. Donc je ne pense pas que la limite qu'il faut même trop en parler parce qu'en fait le vaccin a tellement d'intérêt par rapport au très faible taux d'effets secondaires que j'insiste sur le fait, et pour nos amis algériens et ceux qui nous entendent, qu'il faut absolument se faire vacciner parce qu'en fait le problème actuel quand on parle de la nouvelle vague qui est en train de sévir en Europe et ailleurs, en fait c'est les gens qui ne sont pas vaccinés qui sont en majorité admis aux hôpitaux et malheureusement parfois le décès aussi. Alors en Tunisie, bon, la situation actuelle est un peu comme en Algérie, elle est calme. Moi j'appelle ça l'œil du cyclone en fait. On a pratiquement très peu de cas. Les derniers chiffres, on a 36 cas déclarés avec 3 décès, ce qui est rien par rapport à ce que nous avons vécu pendant le mois de juillet et le mois de juin passé, parce qu'on est arrivé à des chiffres très élevés. Mais malheureusement, dans la région Emro, en fait, dans la région de l'Est Méditerranée, il y a encore beaucoup de cas. Les pays qui sont le plus touchés actuellement, comme nous l'avons sur les dernières statistiques, sont la Jordanie, qui a beaucoup de cas. Il y a l'Iran aussi, qui a encore beaucoup de cas. Le Liban, malheureusement. Le Qatar et il y a aussi la Libye qui est encore... Bon, ce n'est pas très élevé. Le plus élevé, c'est la Jordanie. J'espère que ça va se calmer chez eux. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le Delta, le variant, qui est le même que nous avons vécu en Tunisie, je pense qu'en Algérie aussi, vous devez l'avoir eu aussi, est en train de se propager, malheureusement. Le Delta Plus est en train de donc, bon, il est beaucoup plus contagieux. Il se développe en Europe actuellement. On risque d'avoir un retour de vague, ça c'est certain. Donc, il ne faut pas non plus prendre la chose à la légère, que ce soit chez nous, que ce soit dans les pays du Maghreb ou même au Moyen-Orient. Donc, je pense que le risque est toujours là. C'est pour ça qu'il faut insister vraiment sur la vaccination. Je me répète, mais c'est vraiment c'est pour sauver des vies que je. Et justement, en Tunisie, on parle de quelques 174 000 personnes vaccinées contre la Covid-19 en une seule journée. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup parce qu'on espérait beaucoup plus que ça. Moi, j'espérais personnellement qu'on arrive au chiffre de 500 000 comme on avait fait il y a quelque temps. On a fait trois journées très importantes où les gens se sont vaccinés en masse. On a eu 600 000 personnes en une journée, 500 000 et 500 000. On espérait dimanche passé d'avoir beaucoup plus que ça.
on est à 50 et quelques pourcents de vaccinés actuellement en Tunisie. Et le pass sanitaire va bientôt être obligatoire, si je ne me trompe pas. Tout à fait, à partir du 22 décembre. Mais je crois qu'avec 50% de vaccinés, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument arriver au-delà de ce 70% pour dire qu'on est couvert, qu'on a une immunité collective, si je puis dire, donc au niveau du pays. D'ailleurs, c'est les chiffres que tout le monde est en train d'essayer d'arriver à faire, même en Europe. En Europe, il y a des pays qui sont pas, que je prends la Russie, ils sont encore à 32%. Il y a des pays comme la Roumanie qui souffrent actuellement de ça. Le Moyen-Orient, bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas dépassé les 15-16%, comme en Égypte et ailleurs. Donc le vrai problème, il y a un problème de vaccination. Et malheureusement, il y a notre continent, en Afrique aussi, est très très loin par rapport à la vaccination, ce qui n'est pas normal, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne réfléchissent pas dans ce sens que si jamais on n'arrive pas à vacciner un maximum de la population mondiale, je précise mondiale, le risque du corona sera toujours là, parce il risque d'avoir des nouveaux variants qui seront aussi nocifs que le Delta Plus qu'on a actuellement. Donc, votre intervention, M. Alouini, fait réagir mes invités, donc ils veulent réagir à vos propos. Je vous donne la parole, M. Senaji. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous écoute. Il vous écoute. Voilà, en fait, quand nous avons cité l'effet, entre guillemets, bénéfique, en particulier, j'ai ciblé les décès qui étaient amortis par la vaccination, nous avons parlé de la vaccination en général. Donc, nous n'avons pas cité de marque de vaccin. Maintenant, si aux États-Unis, le professeur Jaballah l'a bien dit lui-même, il l'a clairement signalé comme quoi les États-Unis, il y avait certains qui faisaient une dose et puis qui arrêtaient, etc. Les États-Unis, c'est pas le monde, c'est pas tout le reste du monde. Donc, si c'est bien ces effets qui restent négatifs aux États-Unis, pour lesquels on signale que les effets secondaires sont importants, parce que M. Jaballah... que le suivi n'a pas été fait. Oui, lui-même dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne se vaccinent pas, etc., qui abandonnent, qui font une dose. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas correctement vaccinés. Et on s'attend à ce que les effets secondaires soient exacerbés et qui sont graves. Et puis, on voit bien qu'en Europe, on a vacciné à 80%. Et puis, les études publiées récemment dans le New England et puis dans Science démontrent bien qu'il y a bien un décrochage entre la courbe des contaminations et celle des décès. Donc, c'est évident que le vaccin, dans la globalité, a plus d'effets bénéfiques que d'effets négatifs. Vous voulez également intervenir? Oui, justement, par rapport à ce sujet de vaccination, une information très très importante. Je vais dire sous contrôle des spécialistes qui sont là, spécialement le professeur Senaji. J'aimerais centrer cette information justement par rapport à nos auditeurs, surtout algériens. Parce que la crainte, elle est là et ils disent que c'est un nouveau vaccin. On ne connaît pas ses effets. Ce vaccin n'existait pas en avant. Mais maintenant, en matière de ce qu'on appelle un recul scientifique en nombre de sujets vaccinés, je ne crois pas, je vais parler sous contrôle du professeur Senaji, je ne crois pas qu'un vaccin ait pu être administré à un si nombre important de populations dans le monde que ce vaccin. C'est-à-dire que s'il y a des preuves d'efficacité et d'innocuité de ce vaccin, ils sont meilleurs pour ce vaccin que pour d'autres vaccins. Donc là, c'est une information très très importante à dire. C'est-à-dire, si on veut qu'on soit sûr, c'est le vaccin le plus sûr en fait, parce qu'il est administré à un nombre très très important de par le monde par rapport à la vaccination, au vaccin anti-Covid. Monsieur Alouini, pour conclure avec vous, très rapidement, la situation en Tunisie est-elle sous contrôle aujourd'hui ? Oui, actuellement, le nombre de cas est très 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 faible, mais je ne dirais pas sous contrôle parce que malheureusement avec ce satané virus, on ne sait pas comment ça va se passer. Il se peut que un variant puisse rentrer comme partout dans le monde et qu'il puisse échapper ce qu'on appelle un échappement immunitaire à ceux qui ont été déjà malades ou à ceux qui sont vaccinés. Le risque d'attraper la maladie quand on est vacciné, juste j'ajoute un petit peu ça. Il existe, mais on est tellement mieux protégé par rapport à la maladie grave que quand on est vacciné que quand on n'est pas vacciné, tout simplement. Donc déjà, le contrôle sera effectif quand on aura au-delà de 70%
de gens vaccinés, et ça je crois qu'il faut insister là-dessus. Si je peux faire passer un message, mon message à nos auditeurs, vaccinez-vous, n'écoutez pas trop ce qu'on raconte à droite et à gauche sur les effets, les méfaits, comme mes collègues viennent de le dire, hein, je soutiens ce qu'ils ont dit. Et si je suis intervenu, c'est parce que par rapport à ce que j'ai entendu du professeur Jabal là, aux États-Unis, parce que là, il a dit des choses que je ne pouvais pas laisser passer, malheureusement. Ça reste son avis, évidemment, et puis on respecte son avis de professeur également. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Alouni, d'avoir été avec nous en direct de Tunisie. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à terme de cette émission. Professeur Senhaji, très rapidement, un dernier mot, peut-être un dernier message à transmettre, une crainte par rapport au nouveau variant, peut-être un nouveau variant serait à nos portes. En fait, les séquençages qui sont faits jusqu'à présent démontrent bien qu'il y a près de 100% de la domination par le virus variant Delta. Donc, tout laisse croire que c'est la même pandémie, du même type de virus qui va être à l'origine de la prochaine pandémie, la 4e en Algérie, mais en Europe, on a la 5e et le séquençage, par exemple, à l'Institut Pasteur de Paris a démontré qu'il y avait 100% du variant était Delta. Donc, on est peut-être un peu plus mieux paré par rapport pour affronter et amortir cette nouvelle vague. Tant mieux pour ceux qui se sont fait vacciner, mais en Algérie, c'est un cri important je dis pas de détresse, mais d'alerte. Voilà, c'est tout à fait le mot, parce que la période hivernale va être là et le virus, la vague va être là à ce moment-là, donc avec une virulence importante. Il faudrait se faire vacciner immédiatement pour pouvoir éventuellement permettre à la période de la réponse immunitaire qui se fait, je vous dis, c'est pas immédiat. Hélas, c'est pas comme un médicament chimique. Le vaccin ne fait réagir le système immunitaire qu'après au moins un mois et demi. Donc, c'est aujourd'hui qu'il va falloir se faire vacciner pour pouvoir éventuellement affronter, amortir et s'en sortir pour la 4e vague qui pointera son nez, si vous permettez, bientôt. Hélas. Merci beaucoup, professeur Kamal Senhaji. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, un dernier mot, Monsieur Belkacemi. Merci. Je tiens à souligner ce qu'a dit les collègues et les spécialistes. Il faut se faire vacciner. Il faut faire confiance aussi à nos compétences algériennes. Il faut faire confiance à notre production nationale. Elle est là. Donc, j'avais signalé tout à l'heure les capacités du groupe Saïdal qui peuvent aller jusqu'à 200 millions de doses par année. Donc, nous pouvons couvrir cette vaccination. Nous avons des potentialités d'exportation, même pour les pays qui n'arrivent pas à avoir ce vaccin. Nous avons les capacités pour augmenter notre production, pour couvrir en matière de traitement anti-Covid, mais nous voulons que tout le monde soit vacciné. Nous voulons éviter cette vague et éviter la mortalité et éviter ce danger. Merci beaucoup, Reda Belkacemi, président de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, prévention et les gestes barrières, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt pour un nouveau décryptage.